J'appelle maintenant une grande sommité médicale au micro. Au Liban, le professeur Bchara Asmar est connu comme étant un des meilleurs médecins cardiologues au Liban. Mon cher Bchara, présenter ton CV, c'est quasiment impossible. Il faudrait lire une dizaine de pages pour arriver à te rendre hommage pour toute la célébrité que tu as construite à travers ta carrière. Ce que je peux dire, tout simplement, c'est que tu as été, pendant 16 ans, tu as collaboré avec le célèbre professeur Carpentier en France, que tu as ouvert en 1994 le service de cardiologie à Beyrouth, à l'Hôtel Île-de-France, où tu es devenu le chef de service et le directeur de département de l'USJ, et tu me corriges si je fais une erreur. Et depuis, tu as travaillé, et le centre que tu as créé fait 400 opérations de chirurgie cardiaque par an et 1000 opérations thoraciques, de chirurgie thoracique par an. Donc, tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour la promotion de la médecine cardiaque au Liban. Tu vas nous expliquer tout à l'heure que tout cela a été battu en brèche à cause de la crise, bien évidemment, mais tu as été l'acteur principal de cette construction médicale au Liban. Et tu vas nous parler maintenant, tu as rejoint l'Ordre de Malte en tant que président du Conseil médical, et tu vas nous parler de notre stratégie, la stratégie de l'Ordre de Malte en matière d'offre de soins pour les plus démunis et les plus pauvres au Liban. Merci. Merci Albert. Mesdames et messieurs, ma présence parmi vous cet après-midi, c'est surtout pour faire un témoignage de la situation médicale actuelle au Liban. Et c'est aussi une proclamation d'engagement d'une équipe médicale avec cette situation. Je vais vous donner 2 chiffres. L'état de la médecine avant 2019 au Liban, c'était 22 centres de chirurgie cardiaque. En France, il y en avait 68. Les équipements de radiologie, de scanner à Beyrouth, le nombre était le même que Paris-Île-de-France. Pourquoi tout ça? Parce qu'on était l'hôpital du Moyen-Orient. On avait des listes d'attente, on opérait les ressortissants arabes et les Libanais émigrés, et la médecine fonctionnait d'une façon parfaite. Tout le monde était pris en charge, tout le monde avait une assurance médicale et tout le monde était soigné. Et puis, 3 explosions. La première, l'explosion financière, la crise des banques. Tout le monde la connaît. Les devises ont disparu du pays. Deuxième explosion, l'explosion du port. En une seule nuit, à l'Hôtel Dieu, on a soigné 720 malades blessés. Et pendant 3 jours, les salles d'opération de l'hôpital fonctionnaient non-stop. Et puis, la 3e explosion, c'était la Covid, avec ses multiples vagues. La Covid a esquinté les hôpitaux, comme partout dans le monde. Et elle a vidé les stocks de médecine et des équipements médicaux. Et conséquence de tout ça, 40% des médecins et des infirmières ont quitté le Liban en quelques mois. Et c'est les meilleurs. Si je vous dis qu'il y a eu 80 000 départs de médecins français en 9 mois, une simple simulation pour voir un petit peu où on en est. Il n'y a plus de prise en charge. La sécurité sociale libanaise a fait faillite. Les assurances privées ne donnent plus qu'au cas par cas des prises en charge. Disparition des médicaments. Et les rares médicaments qu'on trouve sur le marché sont très chers, inabordables par les familles. Manque d'équipements médicaux, manque de maintenance, et même les consultations des médecins sont devenues très chères pour la population. Je vous redonne juste une idée. Un scan, c'est 4 fois le SMIC. Un malade qui doit faire un scan doit avoir 4 mois de salaire. Donc les malades ne vont plus chez les médecins, ce qui a des répercussions négatives sur leur santé. Donc on les voit en stade avancé.
80% de nécessiteux. Donc le volume des malades est devenu très important, des malades nécessiteux, je dis. Et puis il y a eu un déclassement social. Toutes les classes sociales au Liban ont été déclassées. Je ne passe pas la cartographie, le déploiement des centres de l'Ordre de Malte au Liban. Patrick et Oumaïm en ont parlé. Mais je peux vous confirmer que ces malades se sont déplacés vers les centres de l'Ordre de Malte, déjà présents et connus pour leur accueil et la qualité de leurs services. Donc ces centres sont submergés par des malades, et je répète le chiffre, 300 consultations dans un centre fixe et 200 consultations dans une unité mobile par jour. Suite à cette situation, je reçois un appel de M. Sahnaoui, le président de l'association des chevaliers Malte-Liban. Il me dit, il faut qu'on se voit, c'est très urgent. On a discuté de toute cette situation et on est sorti, il m'a dit, fais quelque chose, il faut faire quelque chose. Alors, après évaluation de la situation, l'état des lieux, j'ai fait appel à mes collègues avec qui je travaille depuis 30 ans. Et là, heureusement, je n'ai pas été déçu. Il y a eu 6 chefs de département académiques de l'université Saint-Joseph qui nous ont rejoints. Je salue parmi eux le professeur Tamras, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, et le professeur Roland Asmar, qui est chef d'un centre de recherche sur les maladies cardiovasculaires. Donc, on a été rejoints par 6, dont la dernière, la plus jeune, qui partait pour le Canada et qui nous a contactés en disant « Je vous rejoins ». Elle est chef de département de médecine de famille. On lui a dit « Mais c'est un engagement de longue durée. J'oublie le Canada, je vous rejoins ». Et cette équipe s'est mise en place avec une feuille de route très claire. Et je tiens à préciser qu'on n'a aucun conflit d'intérêts et qu'on a un engagement bénévole. Alors, les objectifs. On s'est fixé rapidement des objectifs et les plus urgents, c'était renforcer les centres de soins. Il y avait des centres de soins, il fallait les renforcer. Donc, on a pu déployer dans ces 11 centres des médecins de famille, parce que le rôle d'un médecin de famille est essentiel. Alors, ces médecins de famille sont rejoints par des spécialistes, mais eux sont là à temps plein, et les spécialistes sont là comme vacataires. Ils s'occupent des gens, ils reçoivent des gens, ils assurent leur suivi, des bilans sanguins, des radios, et ceux qui ont besoin d'être adressés dans des hôpitaux sont assurés d'avoir leur place dans un hôpital, et c'est l'Ordre de Malte qui s'occupe de tout ça. Et puis, il y a eu une installation dans tous les centres de soins dentaires, des campagnes de dépistage, de sensibilisation, cancer du sein, la prostate, le diabète, des campagnes de vaccination. Et les pharmacies des centres ont été alimentées, comme Patrick l'a dit, par des médicaments génériques de qualité. Et on a préparé ces centres à affronter les épidémies, la Covid, les maladies infectieuses. Et puis, là, je vais vous donner un autre chiffre qui explique pourquoi on a attaqué le pôle mère-enfant. Il y a 1,5 million de réfugiés au Liban. Donc 200 000 naissances chez ces réfugiés par an. 200 000. Le Liban, les naissances au Liban, 100 000. Ça, c'est des chiffres de l'OMS. Madame Lavarde en parlait, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Un autre chiffre, la mortalité des femmes syriennes est 3 fois plus. Donc, on se retrouve avec des enfants et des bébés, ne pas savoir quoi en faire. Une des urgences, c'est la nutrition infantile, le lait. Lélia va en parler. Il n'y a plus de lait. On ne trouve pas du lait infantile, même dans les pharmacies. Pas de vaccin. Les bébés, les enfants n'ont pas de vaccin. On n'a aucun plan d'importer les vaccins, parce qu'ils sont trop chers. Et on ne peut pas les amener comme ça. Pas de vaccin. Manque de médicaments, surtout les médicaments pour l'oncologie pédiatrique. Et je salue l'action de ce que Mme Lavarde a parlé de l'hôpital de la quarantaine. Quand elle l'a visité, il lui a dit « on n'a pas de médecin,
on a des enfants, mais ils viennent à l'hôpital. Alors, on a fait un partenariat avec cet hôpital pour son sérieux et parce qu'il a eu la médaille du Sénat. Et on est en train de renforcer son activité. On a assuré aussi le suivi des femmes enceintes par des échographies dans les centres réguliers. Vous savez, quand une femme est enceinte, elle est au sud, elle n'a pas la possibilité de venir à Beyrouth et il faut suivre sa grossesse. Donc, tout était assuré par des gynécologues et des pédiatres. Et l'action de l'Ordre de Malte pour les enfants est ancienne. Je vous rappelle l'initiative de la princesse Françoise de Lobkowicz en créant le centre IMC au Liban en 1990, qui reçoit 100 enfants handicapés et qui assure leur rééducation. Et puis, on a attaqué une chose qui n'était pas des spécialités de l'Ordre. L'Ordre n'avait pas vocation à soigner les malades du cancer. Ce n'est pas une structure hospitalière. Mais on a remarqué que les malades du cancer étaient lâchés dans la nature. C'est-à-dire, ils n'ont plus de scan pour suivre leur maladie, ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus de médecins. On a pu assurer avec nos amis, parce qu'on a un des membres du conseil qui est chef de département d'oncologie, on a assuré des consultations d'oncologie, même des sous-spécialités, c'est-à-dire une oncologie du cancer du thorax, cancer du sein. Donc, par chaque spécialité. Et quel est finalement notre objectif? C'est que ces malades aient une consultation, qu'ils aient un scan assuré par l'Ordre et participer à une partie de leur traitement. On ne peut pas leur assurer un traitement, mais on est là pour les accompagner. Et je vous donne encore un chiffre, qu'on a 12 000 nouveaux malades du cancer par an. Ça fait 5 ans qu'on est sur cette fourchette aux 12 000, 13 000 cas, de nouveaux cas de cancer par an. Et puis, comme tout vient ensemble, on a découvert qu'il y avait une catégorie de malades qui étaient aussi lâchés. C'était ceux qui étaient atteints de ce qu'on appelle les maladies cachées, les maladies neurologiques dégénératives. Ces malades qui ne paraissent pas urgents pour s'en occuper, mais au fait, c'est eux qu'il faut faire passer en priorité. Je parle Alzheimer, sclérose en plaques, Parkinson, épilepsie. Alors, ces malades ne sont plus prioritaires, ils sont lâchés. On leur a assuré des consultations, on leur a assuré des examens IRM, leur prise en charge en rééducation déjà, surtout les personnes âgées, par des visites à domicile, d'où l'utilité des unités mobiles. Et il y a un problème chez ces personnes âgées aussi, c'est la malnutrition. Ils sont mal nourris. Et quand ces gens-là, vous les écartez, vous les isolez socialement, vous accélérez leur dépendance et vous accélérez leur maladie. Alors que tous, on sait, tous dans nos familles, on a des malades comme ça, on sait qu'il faut les rééduquer, il faut s'en occuper, il faut les rendre, il faut les garder dans la société, dans leur foyer familial. Et puis chez les personnes âgées, il y a aussi le problème des vaccins de la grippe, surtout maintenant avec les épidémies, les vaccins pour le Covid. Là, on est plus tranquille, on a des doses pour le Covid au Liban. Et à la fin, dans le développement neurologique, et comme on lit les chiffres, on suit les publications scientifiques, la dernière publication en France sur 40 000 Français pris dans la nature, il y avait 37% d'atteintes psychiatriques en post-Covid. Alors permettez-nous, après le Covid, après le port, après l'explosion financière, d'avoir beaucoup plus. Surtout qu'on n'a que 5 lits d'hospitalisation psychiatrique sur 1610 lits prévus par le ministère de la Santé. Donc on a installé aussi un pôle de santé mentale, des consultations, d'où l'utilité de la télémédecine, parce qu'il y a une partie en présentiel et il y a une partie où les gens ne peuvent pas se déplacer. On a réussi, on est à nos débuts, d'ailleurs le professeur Asmar Roland va en parler, au développement de la télémédecine qui nous a aidés à faire des consultations dans les régions éloignées, dans les régions rurales, et faire de la formation, former les médecins à la santé mentale, les former dans un cursus de formation médicale continue.
Et avec tout ça, on a un regard vers l'excellence, comme on vient tous de services universitaires. On a chacun derrière lui 30 années minimum d'exercice dans les universités. On a voulu faire cette action comme dans les grands centres universitaires. Donc, il y a une coordination entre les centres médico-sociaux, des accords avec les hôpitaux, des formations médicales continues, une accréditation selon les règlements de l'OMS, la formation des jeunes médecins au service communautaire. Ça a toujours été une chose utile, que ces médecins, comme nous, on a appris en France, quand on nous a formés, on nous envoyait dans des missions humanitaires, ça faisait partie des missions. Donc on est en train d'assurer, et on est aidé parce que ces jeunes médecins qui n'ont plus de malades dans les hôpitaux viennent faire leur service communautaire et compléter leur formation avec nous. Et puis, évidemment, pour rester dans l'excellence des études épidémiologiques, scientifiques, informatisation de tous les dossiers. Le malade qui est vu au sud, il a son dossier à Beyrouth sous l'œil des médecins qui sont là. Et puis, il y a une chose magnifique que Patrick a travaillé dessus pendant 2-3 mois, c'est l'extension des horaires de consultation. Dr de Malte recevait de 8h à 14h. Et quand on a parlé d'extension à 18h, il nous a pris pour des fous. Il a dit, vous êtes idéaliste, comment vous allez faire? Et ça commence à être fait. Et ça va se faire parce que les besoins sont là. Et là, je vais terminer en disant 2 mots. Avec humilité, je vous assure que cette équipe médicale avait la possibilité de quitter. Ils avaient des offres, tous. Personne n'a accepté. Ils sont là. Ils vont affronter avec beaucoup de courage. Et le but, c'est d'assurer les meilleurs soins aux malades qui vivent sur le territoire libanais sans aucune distinction. Et avec un but, c'est augmenter la solidarité médico-sociale, et ceci dans le plus pur respect de la dignité humaine. Je vous remercie.